Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo et merci pour votre fidélité. Le 15 mars 2026, le peuple de la République du Congo était appelé aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle. Un scrutin marqué une fois encore par des contestations, des appels au boycott et une profonde division au sein même de l'opposition. D'un côté, une partie de la diaspora, notamment en France, ainsi que plusieurs forces politiques et citoyennes, ont dénoncé les conditions d'organisation du scrutin, appelant les populations à ne pas y participer. De l'autre, ces candidats de l'opposition ont fait le choix de se présenter, avant de contester aujourd'hui des résultats qui donnaient pourtant le président sortant vainqueur sans surprise. Au-delà de ces postures politiques, une question fondamentale se pose. La diaspora, l'opposition et la société civile ont-elles été à la hauteur des enjeux, avant, pendant et après cette élection? Mais il y a aussi une autre dimension souvent moins abordée, celle de la responsabilité morale et spirituelle dans l'engagement politique. Pour en parler, sans détour et sans langue de bois, je reçois aujourd'hui un acteur politique engagé, mais aussi un homme de foi, un pasteur, dont le regard croise à la fois l'analyse politique et l'exigence éthique. Je lui laisse le soin de se présenter à vous pour nous dire exactement qui il est et il est qui. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, je suis M. Gaston Maungu, homme de Dieu et homme politique. En réalité, je planche dans la société civile, comme le voudrait mon statut d'homme de Dieu. Et donc je suis un auteur prolifique. J'écris sur la religion et sur la politique. Sur la religion, j'ai publié 102 ouvrages et sur la politique, j'en ai publié particulièrement 52. Ce sont là le cheptel du travail que je fournis pour aujourd'hui. Et donc je voudrais intervenir à partir de l'ensemble des questions que notre journaliste Bernardin Dilou va me poser sur le sujet de l'avant-élection, l'élection et l'après-élection présidentielle du 15 mars 2026. Je vous souhaite une bonne écoute et particulièrement que ce travail puisse être rentable pour vous, communautairement et individuellement pour chacun de vous. Et surtout que Dieu vous bénisse. Merci Monsieur Charles Maungu. Merci pour cette introduction et pour votre présentation. Une élection présidentielle a eu lieu le 15 mars 2026 à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Le peuple a été convié d'aller massivement aux urnes pour choisir celui qui va conduire le destin du pays pour le quinquennat qui commence en 2026, n'est-ce pas? Oui. Et l'opposition politique congolaise, quant à elle, s'est montrée fragmentée, divisée, et pour cette raison, une grande partie de la majorité de l'opposition congolaise n'a pas osé aller à cette élection et a incité les populations à boycotter, le scrutin. Une petite partie de l'opposition, ils étaient au nombre de 6, les chefs de file de certains partis politiques, eux ont fait le choix d'aller aux élections présidentielles. Les résultats ont été prononcés, les résultats provisoires, qui donnaient donc le président sortant vainqueur à 94,82% de voix. Et ensuite, depuis donc le 15 mars 2026, on voit déferler les 6, du moins les malheureux candidats dans la cité, sur les voies des ondes, sur les réseaux sociaux, réclamer leur victoire. Alors que donc ils sont en train de réclamer leur victoire, disant que les conditions finalement n'étaient pas remplies.
parce que les urnes ont été bourrées, parce que ici les voix n'ont pas été comptées et Internet fermé, les SMS bloqués. Pourtant, ce n'était pas faute de les avoir avertis, puisque la majorité du peuple ne voulait pas de cette élection. Ils n'ont pas suivi la voix du peuple, ils sont partis. Alors maintenant, ils sont en train de se plaindre, et ils sont en train de se plaindre. Le peuple congolais se pose, du moins les acteurs politiques, certains se posent la question de savoir pourquoi se plaignent-ils. Est-ce qu'ils ont un plan derrière la tête? Alors, moi, la première question que je vais vous poser, quelle analyse faites-vous à partir de cette élection présidentielle, de l'ambiance qui a régné avant l'élection présidentielle et l'ambiance qui règne aujourd'hui sur le terrain, donc à Brazzaville, et même avant qu'on en vienne, n'est-ce pas, à la diaspora? Quelle analyse faites-vous? L'analyse que le Congolais et la Congolaise se fait, c'est de démontrer avec exactitude la lassitude de la population congolaise vis-à-vis des acteurs politiques de notre pays. Les acteurs politiques de la mouvance présidentielle pécétiste et apparentés, les acteurs politiques de l'opposition politique populaire, la société civile et les individualités. La lassitude, elle est généralisée. Pourquoi? Parce que économiquement, notre nation est quasiment en cessation de paye, avec des retards de salaire de 50 mois, ainsi que les retraites. Le système de la production des richesses est quasiment inexistant, parce que notre économie est une économie de rente, comptant sur la commercialisation du produit pétrolier, hydrocarbures, forestiers et miniers. Et avec cela, nous avons cette capacité de pouvoir recevoir des investisseurs étrangers, le plus souvent qui viennent avec leurs techniciens, même avec leur main-d'œuvre, de telle sorte que la population n'a aucune part, en quelque sorte, dans ce qu'il se passe comme réalité économique. Et vous avez l'hôpital qui ne tient plus, les routes qui ne tiennent plus, donc toutes les infrastructures dans notre pays se cassent, et donc la population ne peut plus avoir du crédit à faire pour ceux qui sont aux manettes du pouvoir et ceux qui gouvernent à l'opposition. Donc voilà généralement le ras-le-bol qu'il y a dans la population congolaise, et ils ont raison de vivre cela parce qu'on prétend travailler pour la paix alors qu'il n'y a que quelques mois que la guerre du Poule s'est arrêtée. En plus, la DGSP et la GER se sont mis à canarder les populations jeunes, prétendument Koulouna ou bébé noir, c'est-à-dire bandits de grand chemin, et ils ont été butés de manière extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été présentés devant un tribunal quelconque dans notre pays alors que nous sommes un état de droit. Donc tout cela a fait quoi? Tout cela a produit que la population est tétanisée en réalité. Et donc la reddition socio-économico-politico-militaire a battu son plein et a vaincu notre population, laquelle, ayant entendu le cri du général Oboa qui a dit qu'après les élections, personne ne pourra contester. Si quelqu'un voudrait contester, il faudrait qu'il conteste chez soi. Et même en ce cas-là, il faudrait qu'il le fasse dans son cœur. Parce que si nous entendons un seul cri, nous irons le chercher chez lui. La population qui a acquis une certaine maturité parce qu'elle a été abusée pendant 50 ans, eh bien, elle a décidé de ne pas aller aux urnes. Pourquoi? Parce que la classe politique, qu'elle soit celle de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, ne parvient plus à concorder avec les besoins naturels de la population. Donc c'est une élection en plus de cela, élection Nintendo, comme nous le disons. Notre jeune Congolais l'a très bien dit, parce que manipulé de A à Z par le pouvoir en place. Et donc les résultats étaient déjà attendus, nous le savions. En plus, tout ça, ça cadre dans un contexte de près de 30 ans au travers duquel l'homme fort de Brazzaville a pris le pouvoir
par la guerre de 1997, du 5 juin au 25 octobre 1997. Donc le climat qui règne dans notre population, c'est que notre population en a marre avec le système politique actuel qui est tyrannique. Parce que la démonstration de l'oligarchie kleptocrate, kakistocrate, elle est là en face de nous. Même quand on observe le record qu'il a fait, 95%, même en Union soviétique, ça ne se passait pas ainsi. Mais voici la réalité qu'ils nous ont produite. Et en plus de cela, nous avons la capacité de pouvoir démentir que cela est une fabrication mal faite. Pourquoi une fabrication mal faite? Eh bien, les urnes étaient bourrées. Pourquoi? Ben parce que personne n'est allé aux urnes. Comment nous appelons l'abstention, elle est normalement entre 80 et 90%. Et même ceux qui se sont présentés à l'élection, les candidats disent que de toutes les façons, la participation était moins de 10%. Donc l'abstention va continuer. Peut-être que l'abstention était à 95%. Et alors donc, comment se fait-il qu'avec une abstention de près de 95%, Sassou Nguesso a dû glaner sur 3 200 000 voix, il a dû glaner 2 500 000. Donc vous comprenez que l'absurde est couronné dans le pays. On ne pouvait pas arriver aussi bas intellectuellement et spirituellement et politiquement, on est arrivé aussi bas. Il y a quand même quelque chose de mystérieux dans tout cela. Lorsque je vous entends, vous décrivez un climat délétère, n'est-ce pas, dans la société congolaise, et dans l'écosystème politique congolaise, mais curieusement, malgré les appels au boycott de l'opposition, malgré la souffrance du peuple, malgré que le peuple souffre, et curieusement, l'élection a quand même eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie du peuple qui s'est rendue aux urnes pour voter. Et le fait que cette élection ait eu lieu, le pouvoir de Brazzaville, le PCT, M. Denis Sassou Nguesso, se sent légitime. Et est-ce que vous pensez que les six candidats de l'opposition qui se sont présentés à cette élection, vous ne pensez pas qu'ils portent une responsabilité politique et même morale? Et d'ailleurs, vous êtes donc un homme de foi. À ce propos, en quoi la morale, en quoi le spirituel peut-il être utile, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de l'œuvre politique? Il faudrait retenir une chose, que l'élection n'a pas été remportée par le président de la République, parce que c'est une élection préfabriquée. Donc ils se sont arrangés pour faire comprendre à la communauté nationale et internationale que les gens sont allés aux urnes. Parce que nous avons eu quand même notre presse nationale et nos médias qui ont pu filmer, malgré que Internet était coupé, mais au moins ils ont réussi de faire des films au travers desquels on nous montre les bureaux de vote quasiment vides. Et on a eu des interviews sur le fait que ils ont commencé un peu tard, 9h, 10h, et c'était pour cacher qu'il n'y avait pratiquement rien en effet. Et c'est ce qu'il s'est passé. Préfabriqué, pourquoi? Mais parce qu'ils se sont arrangés à casser Internet et les moyens de communication de telle sorte que seuls eux puissent avoir comment truquer les choses en faisant courir tel ou tel bruit et en réalisant un certain nombre de choses au travers desquelles ils sont arrivés non seulement à bourrer les urnes, mais il y a le vrai fait. Comment se fait-il que la population ne sait pas présenter dans les urnes? Ça, il faudrait le comprendre, parce que si vous avez 3 millions de votables qui devraient se présenter dans les urnes, mais qu'on a moins de 100 000, comment est-ce que vous allez appeler cela? Est-ce que c'est une élection qui s'est faite ou que c'est une élection préfabriquée? Préfabriquée non seulement pour les résultats, mais aussi pour le déroulement. Parce que les preuves qui vont être produites, ce sont des fausses preuves. Ce ne sont pas de preuves véritables, authentifiées par les candidats, lesquels, de toutes les façons, n'ont même pas eu le temps de mobiliser, n'est-ce pas,
leurs observateurs, leurs observateurs électoraux dans les bureaux. Ils n'ont pas pu le faire parce que Internet était coupé. Ça veut dire que notre démocratie a failli sur la communication, le sens de la liberté de communication, surtout pour une élection. Nous n'allons pas appeler cela élection. Vous savez que nous avons les preuves. Nous pouvons démontrer a posteriori que tout ce qu'il s'est passé là était véritablement de la mascarade. Donc une élection préfabriquée du début jusqu'à la fin par l'alpha et l'oméga du pays, le tout-puissant, parce qu'il n'a pas eu d'opposition. Et ceux-là qui se sont présentés dans les élections l'ont accompagné. Ils ont une part de responsabilité morale parce qu'ils n'ont pas pu traduire la vie sociale, la vie judiciaire de notre pays au travers de leur campagne électorale, et surtout, ils ne seraient pas arrivés à faire l'élection parce que il y avait 4 points fondamentaux qui devaient être, n'est-ce pas, mis en jeu. Premièrement, la refonte gouvernementale. Comment pouvez-vous justifier qu'un président de la République va aller aux élections alors que son opposition demande une refonte gouvernementale et que le ministère de l'Intérieur avec son président de la République vont dire niet, pas de travaux à faire sur la refonte gouvernementale. On réclame qu'on puisse moderniser les listes électorales. Non, on a des listes électorales au travers desquelles on retrouve près de 800 000 Congolaises et Congolais morts pendant la guerre de 1993, de 1998, de 1997 plutôt, de 1998 à 2016, qui sont déjà morts et qui sont volés 2 fois. Ils perçoivent toujours les salaires, c'est-à-dire qu'il y a des généraux, des ministres, des hauts fonctionnaires qui continuent de percevoir les salaires de ces 800 000 personnes mortes. Et ce sont ces mêmes personnes qu'on va retrouver sur les listes électorales. Comme elles n'existent pas, on préfabrique des électeurs qui vont voter à leur place. 800 000 personnes sur 3 200 Congolais qui devraient voter, ça fait déjà près de 40% d'urnes qui n'existent pas, mais qui contribuent, n'est-ce pas, aux 95% de la tricherie du président de la République et de son parti. Donc vous comprenez que ceux qui sont allés aux élections, ils n'ont pas écouté la population, ils ont accompagné le président de la République. Et comment ont-ils fait pour trouver la caution de 25 millions? Nous pouvons nous représenter comment est-ce qu'ils ont pu le trouver, parce que dans un pays où les salaires ne passent pas, bon Dieu, comment ont-ils pu rassembler cet argent et avec quelle population congolaise qui font partie intégrante de leur parti ont-ils pu faire des cotisations pour en arriver à trouver là? D'aucuns diront, mais c'est le président de la République qui a volé l'argent de l'État pour leur donner afin de l'accompagner, et conséquemment, tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement n'est rien d'autre qu'une mascarade. Une mascarade pour perpétrer en quelque sorte le pouvoir en place. Alors, une contradiction va s'étaler. La population n'est pas allée dans les urnes. Tout le monde le reconnaît. Et la population, et les observateurs nationaux, et les observateurs internationaux, ce qui revient à dire que ceux qui les ont accompagnés ne sont même pas en train de faire prévaloir aujourd'hui la voix de la population qui s'est abstenue. Bien au contraire, ils sont en train de travailler pour prétendre faire valoir quelques irrégularités ou toute autre chose, mais la véritable irrégularité a été l'abstention. Donc, cela veut dire que le peuple congolais n'est plus d'accord avec le pouvoir en place et qu'il faudrait bien un travail qui soit fait pour capitaliser cette abstention massive, jamais réalisée sur cette terre dans aucun pays, même dans les pays communistes, les pays rouges d'antan, ceci n'est jamais arrivé d'avoir une abstention de 90%. Ce qui démontre un désaveu absolu. Il n'y a même pas un mot, un qualificatif que nous puissions mettre sur les désaveux du peuple vis-à-vis du PCT et de ses apparentés, parce qu'il a divisé le pays, il a dégringolé le pays
politiquement parlant, socialement parlant, moralement parlant, spirituellement parlant, avec de l'homosexualité politique de cette jeunesse qui est en train de se détruire les deux soubassements de l'homme, n'est-ce pas, pour être coopté dans des milieux politico-mafieux pour faire de telle sorte que la jeunesse ne puisse plus progresser. Et en plus, nous parlons de quoi? Nous parlons des arrestations arbitraires, nous parlons de la torture, nous parlons de la confiscation de liberté, nous parlons du manque d'encadrement de la jeunesse dans tous les sens. La jeunesse est délaissée à elle-même. Et finalement, nous sommes tombés sur le clou. Il n'y a plus de place à la fonction publique. Nous allons accompagner les jeunes. Ça ne se dit pas politiquement. On prouve qu'il n'y a plus de place à la fonction publique en mettant des programmes d'éducation, de formation formelle et informelle pour créer l'engouement de la jeunesse à prendre d'assaut les programmes qui vont être mis en place et qui vont aboutir à ce parterre économique qu'est l'agriculture, l'agro-industriel, la distribution agricole et la modernisation des routes. Cela peut se faire par une très bonne politique nationale et cela n'est pas lieu. On vient nous dire, écoutez, vous savez, il n'y a plus de place à la fonction publique et notre pays est riche. Mais notre pays est riche depuis 42 ans, monsieur le président, que vous êtes au pouvoir. Notre pays a toujours été riche. C'est après 42 ans que vous vous rendez compte que notre pays est riche et que vous allez donner des promesses aux gens. Quelles promesses? Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, santé pour tous d'ici à l'an 2000, habitat moderne, chemin de l'avenir. Tout ça s'est proclamé et 26 ans après, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, les infrastructures mobilières sont détruites, immobiliers aussi, aucun programme agricole, aucun programme agroalimentaire, mais l'économie ça commence par où? Donc vous comprenez que quand quelqu'un a quelque chose à faire dans le pays, il faudrait bien qu'il puisse mouiller la barbe de la famille biologique du président de la République. Autrement dit, l'affaire qu'il va faire ne va pas marcher. C'est dans quelle chambre de commerce qu'on voit des réalités comme ça? Et donc, vous comprenez que notre pays est véritablement à terre. Il faudrait penser autre chose. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre en jeu la litanie de tout ce que, en diaspora ou en national, on est en train de décrier aujourd'hui comme caquistrocratie politique. Nous n'allons plus passer par là. Tout le monde le sait que le pays est à terre parce que notre population vit ces choses-là au jour le jour. Elle a décidé de ne pas aller voter. Ça, c'est la véritable réalité que nous devons montrer à la face du monde. Et le reste, c'est plutôt ce que nous allons faire avec ce pouvoir déclinant qui est arrivé au sommet de son empire. Monsieur Charmangou, je vous entends, tout ce que vous décriez, en fait, c'est tout cela rentre dans le registre de la contestation. Ce que l'opposition a souvent fait, sauf que dans le dernier quinquennat de M. Denis Sassou Nguesso, on peut quand même constater que l'opposition n'a pas été... d'aucuns disent que l'opposition n'a pas été à l'ouvrage, d'aucuns disent que la diaspora n'a pas été à l'ouvrage, d'aucuns disent que la société civile n'a pas été à l'ouvrage. Parce que si et seulement si l'opposition congolaise en interne, donc depuis le pays, si et seulement si cette opposition était connectée avec la diaspora politique, si et seulement si la diaspora politique et la société civile, avec les partis d'opposition, ont fait leur job, s'ils avaient fait leur job, je pense qu'ils auraient réussi à construire un rapport de force. Parce que contester, ce n'est pas construire un rapport de force. Un rapport de force nécessite une stratégie, nécessite que les partis d'opposition se mettent tous d'accord sur un objectif. Or là, semble-t-il, ils n'ont pas eu le même objectif. La preuve, 6 des candidats sur 42 partis politiques, je pense, existants au Congo, se sont présentés à l'élection présidentielle. Bien. Mais, peine perdue, malheureusement, comme cela était prévisible, ils ont perdu. Et maintenant, ils se mettent à aboyer dans la cité
Et faut-il les croire? Je ne pense pas. Donc maintenant, il faut quand même, à un moment donné, essayons de regarder, retirons le phare du côté de Denis Sassou Nguesso du PCT, et essayons de tourner le phare vers l'opposition, la société civile et la diaspora. Parce que ce sont ces trois corps-là, ce sont ces trois corpus qui doivent préparer effectivement l'avenir. Mais préparer l'avenir, c'est préparer aussi, c'est consolider le présent. Et l'élection présidentielle est passée, mais on peut considérer que ce n'est pas passé, parce qu'il y a encore des brèches de tension, il y a encore des frustrations, et donc tout est possible dans cet espace-temps. Alors, concernant ces six candidats de l'opposition qui ont participé à cette élection présidentielle, est-ce que vous considérez que cette démarche constitue un acte de courage politique ou une faute stratégique et morale vis-à-vis du peuple? Les six candidats qui sont allés à l'élection présidentielle ont commis une faute de lèse-majesté populaire. Ils n'ont pas respecté la population. Nous devrons retenir ça ainsi. C'est très important. Donc nous n'allons pas rabâcher ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des conditions préalables pour qu'il y ait une élection libre et transparente dans un pays. Les conditions n'ont jamais été remplies. Et parmi ces conditions, on a même écarté des partis politiques qui étaient à même de faire le job comme vous voulez qu'il soit fait. Ces partis politiques-là, par exemple le parti politique de Mirassa, il était sur le bon chemin. Il a bien démontré politiquement que le président de la République était hors la loi, que le PCT était hors la loi. Il a ainsi démontré que la mouvance présidentielle PCTiste et apparentée était hors la loi. Mais que voulez-vous faire? Il y a une chose que nous devons comprendre. Est-ce que nous sommes dans une tyrannie ou que nous ne sommes pas dans une tyrannie? Si la réponse à cette question est oui, nous sommes dans une tyrannie, eh bien il faut reconnaître que dans une tyrannie, il n'y a jamais eu d'opposition. La tyrannie ne peut jamais tolérer en soi de l'opposition. Toute organisation politique que vous allez statuer comme étant de l'opposition n'est qu'une préfabrication de la tyrannie afin de maintenir la population dans la reddition socio-économico-politico-militaire. Donc nous devons le reconnaître. Le pouvoir en place est trop fort. Il est plus fort que la Constitution. Il est plus fort que la confiscation de l'interdépendance institutionnelle. Cela n'existe pas. Pourquoi? Parce que le président de la République est un empereur. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle empereur par ado. Conséquemment, c'est ce qu'il est véritablement. Donc, la preuve de la tyrannie, elle est là. Et en face d'une tyrannie, il n'y a qu'une seule chose qu'il faudrait s'attendre de la part de la population à réaliser, c'est de la révolution congolaise. Comme il y a eu la révolution américaine, la révolution française, la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution sud-africaine. C'est ce à quoi nous devons aller maintenant. Et c'est ce pourquoi je suis en train de parler actuellement. Donc, je reprends, dans une tyrannie, il n'y a pas d'opposition. Parce que la tyrannie a toute la maîtrise politique, administrative, locale, territoriale, municipale, régionale. Que voulez-vous? La démocratie n'existe pas. Il n'y a pas de décentralisation démocratique. Il n'y a pas de déconcentration démocratique. Tout est centralisé par des incompétents. Et vous savez que les incompétents ont pour ennemis les compétents. Et dans ce cadre, comment voulez-vous que on a demandé une refonte électorale, on a demandé la révision des listes électorales, et moi j'ai publié un ouvrage dans lequel j'ai dit le problème congolais. J'ai dit il faudrait qu'il y ait un pacte de non-ingérence électorale de la force armée et sécuritaire du Congo. Alors, vous parlez de pacte. Vous parlez d'un ouvrage que vous avez publié à ce propos. Comment s'intitule l'ouvrage? Est-ce qu'on peut le présenter, à nos téléspectateurs? Donc, le titre, c'est Pacte de non-ingérence électorale de l'armée congolaise. Comment est-ce que vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il fallait tout simplement qu'après que cette proposition ait été faite, les
parlementaires de notre pays puissent se procurer de l'ouvrage et voir qu'est-ce que l'ouvrage était en train de réclamer. L'ouvrage était en train de réclamer un pacte qui devrait être signé par la force armée militaire, qu'elle n'interviendrait jamais dans l'échéance préélectorale, électorale et post-électorale. C'est-à-dire qu'il était question de dépolitiser l'armée ou de démilitariser la politique dans notre pays. Parce que c'est cela qui fasse que la politique ne peut pas marcher dans notre pays depuis 42 ans. C'est le fait que l'armée est politisée, que la politique et l'économie sont écrasées par un pouvoir sans partage. Donc, ce projet devait être présenté à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale devait en discuter, juste en faire un projet de loi qui devait aboutir pour faire de telle sorte que l'armée rentre en caserne et que l'armée s'occupe des questions régaliennes, des questions de la recherche, des questions du développement économique, parce qu'on parle souvent du génie civil et autres, que l'armée peut faire pour être une armée productrice et non être une armée dépensière. Et par rapport donc à ce bouquin, donc cette thèse qui demande à ce que l'armée prenne sa place, oui. Ou du moins en s'adressant comme tel sur l'armée. En fait, c'est un message qui est aussi adressé à tout le corpus de l'État. Exactement. Au sein du corpus de l'État, chaque administration, doit prendre sa place. Sa place, oui. Mais la muette, en l'occurrence, elle principalement devrait être à sa place, donc l'armée, donc du côté du peuple en fait, hein. Oui. Parce que c'est quand même son rôle. C'est ça son rôle et c'est ça son statut. Voilà. Et lorsque vous avez publié ce document, pour que ça puisse être pris en compte, est-ce que, comment dirais-je, quel est le relais que vous avez contacté, quel est le réseau dans lequel vous avez introduit ce document, de sorte que ce soit pris en compte par les politiques au niveau du Congo-Brazzaville et pourquoi pas faire l'objet d'une discussion au niveau de l'Assemblée, voilà. Nous avons aujourd'hui un relais qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux marchent très bien parce que dans les parutions que nous faisons dans les réseaux sociaux, nous avons même des réponses. Personnellement, je puis vous dire que dans la situation de mon passeport, aujourd'hui j'appelle, on me dit que mon passeport est encore en quarantaine. 2 jours après, je fais une émission avec Bobé Baka où je parle de mon passeport pour lequel j'ai perdu près de 600 000 francs CFA et que je ne l'ai pas encore obtenu. 4 jours après, dans le colis des passeports qui arrivent ici à Paris, mon nom y figure. Pourquoi? Parce qu'il y a un internaute qui a contesté que monsieur, l'homme de Dieu et l'homme politique, vous êtes en train de mentir. Pourquoi mentez-vous? Il y a des passeports qui vont bientôt arriver. Je dis, mais oui, je sais qu'il y a des passeports qui vont arriver, mais le mien n'est pas encore sorti. Le monsieur va appeler le directeur de la production au pays et mon passeport figure parmi les passeports qui sont arrivés. Ce qui revient à dire que les réseaux sociaux sont un instrument de communication au travers duquel nous parlons et recevons des réponses. En plus, je vais dire, quand je parle de la seconde conférence nationale souveraine que nous devrons réaliser, j'ai déjà reçu des réponses le porte-parole de notre Parlement. Il m'a déjà répondu parce qu'il a un nom sur les réseaux sociaux au travers duquel des grandes structures comme vous m'ont déjà signalé que tel nom, c'est le porte-parole du président. Donc quand nous leur disons, nous voulons la seconde conférence nationale souveraine, ils nous disent non. Donc nous savons que nous nous communiquons par réseau social interposé. Et donc ce document a bien été écouté. En plus, pour l'acheter sur Amazon, ça coûte à peine combien? Je crois bien 15 €. Donc, que ce soit les hommes politiques, ils l'ont. Pourquoi? Mais parce que quand je produis l'autre, dans lequel j'ai criblé qui est intitulé « Combat et révolution des mentalités politiques », dans lequel j'ai criblé quelques hommes politiques, les hommes politiques me répondent. Donc, ils me répondent en rapport avec quoi? Mais avec ce que nous sommes en train de nous dire avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un moyen de communication efficace. Je voudrais quand même que
nous disions, il faut lire quand même le titre de ce deuxième que vous me présentez là. Oui. Je dis le deuxième parce qu'il y en a plusieurs hein, oui. Que vous avez produit. Oui. Vous me direz tout à l'heure où est-ce que vous allez trouver cette matière pour produire autant de bouquins. Mais vous répondez tout à l'heure à la question parce que c'est extraordinaire ce que vous faites. Oui. Alors, celui-ci, il s'intitule Combat et révolution des mentalités politiques. Voilà. Donc, c'est un des ouvrages produits par monsieur Gaston Maoungou. Je disais tout à l'heure, monsieur Charles, je vous appelais monsieur Charles. Non, c'est Gaston Maoungou. C'est Gaston Maoungou. Oui. Alors, donc, correction, c'est bien monsieur Gaston Maoungou qui produit toute cette matière. Hein, toute cette matière et on aura l'occasion avant de fermer cette occasion. De toute façon, nous allons fermer cette émission en regardant en face dans le miroir qui est derrière. On va parler de l'image de celui qui produit tout cet armement parce que ce sont des armes. Hein. Ce sont des armes. C'est pas des ramassis, c'est des armes. Donc la société doit s'en servir. Les partis politiques de l'opposition doivent se saisir de ces ouvrages, doivent se saisir de cette matière. La diaspora, pareil, la société civile. Et je pense que dans ce combat qui est mené politiquement, au niveau des associations et autres, nous négligeons souvent la part de la production intellectuelle, la part de l'esprit. C'est pour ça que j'ai convoqué monsieur Gaston Maoungou aujourd'hui, parce que je me suis dit, mais écoutez, c'est un homme c'est un politique engagé, c'est un homme de foi. Donc c'est quelqu'un qui est, c'est un homme d'esprit. Et il était important qu'on l'écouta aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai eu vraiment ce plaisir de le rencontrer et de découvrir ici que ce n'était pas seulement un activiste politique, un Congolais engagé que je reçois, mais plutôt, comment dirais-je, un magicien, un mystère. Je vis un mystère là. Vous avez produit combien d'ouvrages déjà ? 154. 154 ouvrages. Écoutez, je ne sais pas si on s'entend là. Hein. 154. 154. Alors je n'ose pas le qualifier. Est-il un auteur? Est-il un écrivain? Je pense qu'il sort du lot, quoi. Il faut trouver quelque chose entre écrivain, auteur, au milieu là. Pour lui donner sa place. Parce que franchement, écoutez, plus d'une centaine d'ouvrages. Plus d'une centaine d'ouvrages, et dans cette centaine d'ouvrages, plusieurs ouvrages sur le Congo. Comment ne pas aller puiser dans cette matière, ne serait-ce que pour questionner ses propres certitudes, et pour essayer et pour débattre, justement. Donc, voilà, ici, je saisis l'occasion pour dire, voilà un Congolais, voilà un citoyen congolais, un frère, un parent de la diaspora, que l'on doit, il faut se rapprocher de lui. Il faut se rapprocher de lui. Si vous avez des certitudes, les certitudes, il faut les confronter avec les certitudes des autres. Il faut débattre, il faut échanger. Et pour partager, justement, comment dirais-je, partager les expériences. C'est très, très, très important parce qu'on ne peut pas produire plus d'une centaine d'ouvrages et puis sortir comme ça indemne sans expérience. Voilà quelqu'un qui a suffisamment aiguisé son sabre et qui peut aller désormais à la guerre pour la paix. À la guerre pour la paix. La guerre avec ses armes. Donc les ouvrages, pas les Kalachnikov. Voilà, donc c'était une parenthèse, mais pour dire que monsieur Gaston Maoungou, oui. C'est exceptionnel ce que vous faites. C'est exceptionnel parce que ça demande quand même ça demande de la retraite. Il faut prendre de la retraite, il faut se retirer de la société, il faut se retirer de la société, du bruit, de l'ambiance habituelle pour trouver les solutions. Pour se donner le temps d'aller creuser dans l'univers, creuser dans le ciel, creuser dans l'espace, dans le temps,
et trouver et y remonter avec la substance et la meilleure à proposer à la société. C'est ce que vous faites. Oui. J'espère que nous sommes nombreux et nous serons encore davantage plus nombreux à comprendre votre démarche. Et à côté de ça, M. Gaston Mongo, vous avez suivi il y a quelques jours, le Premier ministre Makosso est sorti du bois pour crier, et lui aussi, donc voilà, un autre a dit, monsieur a donné la réponse de, comment dirais-je, du berger à la bergère, comme ça, et il est venu et il est sorti du bois pour dire que, écoutez, il y a des gens qui contestent les résultats, écoutez, ça s'est passé dans les conditions les plus démocratiques possibles, et tout ça. Monsieur Makosso. Or, monsieur Makosso n'est pas un analphabète, quand même. Oui. J'aurais appris qu'il est docteur en droit. Alors, si un docteur en droit, si on peut considérer qu'un docteur en droit est un universitaire, et si on peut considérer que parce qu'il aurait produit un ouvrage, il est un intellectuel, ben, comment on peut être à ce niveau-là bête et intelligent? C'est comme vient de nous expliquer ce mystère, ce n'est pas possible. Pourquoi ce monsieur peut-il patauger dans des eaux obscures comme celle-là? Le peuple a dit son mot. Le peuple a dit son mot. Et pourquoi narguer le peuple de cette manière-là? On a tellement humilié le peuple et ça ne suffit pas. Ils viennent encore ici l'humilier, continuer à l'humilier. C'est pas normal quand même. Qu'est-ce que vous répondez par exemple au propos du Premier ministre, à votre avis? Au propos du Premier ministre, je réponds ceci frontalement. Monsieur le Premier ministre, vous voulez que des intellectuels comme nous, comme moi, que nous puissions vous présenter la preuve que l'abstention a été de 90%. Si vous voulez cette preuve, et je veux que le peuple congolais le sache, l'élection n'est pas encore finie. Nous allons démontrer au Premier ministre son incompétence politique. Parce que, dès au sortir de cette interview, je vais rencontrer un cabinet juridique, en fait, pour lancer une pétition. Elle sera intitulée la pétition 1 million de voix. Dans cette pétition, si au Congo-Brazzaville, 1 million de Congolais la signaient, cela voudra dire qu'il y a 30% de Congolais qui n'ont pas voté. Alors, si nous prouvons que 30% de Congolais n'ont pas voté, est-ce que vos 95% sont encore crédibles? Je vais enfoncer le clou. Nous arriverons, je crois bien, à 2 millions de voix. Ce qui veut dire 60% de Congolais et de Congolaises qui n'ont pas voté. Est-ce que vos 95% seront crédibles? Je pousse plus loin. Je demanderai, nous demanderons au peuple congolais d'arriver jusqu'à 33 millions de Congolaises et de Congolais qui vont signer la pétition pour prouver qu'ils ne sont pas allés au vote. Alors, à partir de ce jour, M. Makosso, toi et tout ton gouvernement, vous devriez démissionner. Parce que nous vous aurons apporté la preuve qui atteste que la population congolaise n'est pas allée aux urnes et que vous avez volé nationalement et internationalement ces 2 500 000 et quelques mille voix que vous êtes en train de prétendre faire avoir voté M. Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que nous allons faire. Nous lançons maintenant une pétition, peuple congolais. Signez-la. Nous allons prouver que vous avez décidé de ne pas aller au vote. Et ce sera document contre document. Donc la proclamation
électorale frauduleuse de Denis Sassou Nguesso sera confrontée à la deuxième élection que vous allez faire en signant cette pétition. Et donc, à partir de ce moment, comme le dit la Constitution de 2015, amendée en 2022, nous allons prouver par A plus B que réellement la population congolaise a désavoué M. Denis Sassou Nguesso, le PCT et ses apparentés. Voilà comment je réponds à cette question. Et normalement, c'est ce qu'auraient dû faire ceux qui sont allés accompagner Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle. Au lieu de se battre, ils auraient tout simplement déclenché la signature d'une pétition, la mettre en ligne et la faire signer par la population qui n'est pas allée aux urnes. Voici la réponse que j'apporte au Premier ministre et au président Denis Sassou Nguesso et aux conseillers présidentiels, ministériels, aux hauts fonctionnaires, aux généraux et colonels et à notre syndicat qui ne trouve pas que les travailleurs congolais ont été lésés parce qu'ils n'ont pas voté, mais on les a fait voter. Nous lancerons la pétition d'ici samedi. Et on répondra au Premier ministre et on répondra au président autoproclamé. Parce que ça, c'est de l'autoproclamation. Le peuple congolais a mûri. Le peuple congolais nous a donné la voix. Le peuple congolais nous a donné la leçon. Ce que le peuple congolais a fait depuis 50 ans, il ne l'a jamais fait. Toute la brimade, toute la reddition politique de 50 ans est arrivée au comble. La mouvance présidentielle pécétiste dans son empire mafieux est arrivée au sommet de la montagne. Il n'y a qu'une seule chose qui reste. Elle ne peut pas voler. Elle va descendre de la montagne. Parce qu'elle est arrivée au sommet. Le peuple a dit non, le peuple va le confirmer. Voici mon salut que je lance. Un salut révolutionnaire qui va changer les choses dans la face de notre pays. Nous allons signer cette pétition et nous allons prouver à Denis Sassou Nguesso que la population a dit non. En même temps, dans la pétition, nous allons poser la question de savoir que veut le peuple. Si c'est la seconde conférence nationale souveraine, eh bien cette proposition qui rassemblera tout le monde avec égalité de participation. Ce titre est apparenté dans l'opposition politique populaire, pas l'opposition clientéliste. Nous y veillerons, la véritable opposition. La société civile, les individualités et une proportion de l'armée. Nous irons à la seconde conférence nationale souveraine qui est là. Le livre que vous voyez là parle de ça, monsieur le journaliste. Vous êtes témoin. Mouvement de conférence nationale souveraine, qui est un autre livre. Tu peux donner le titre. D'accord. Alors, le titre de celui-ci, par exemple, celui-ci que vous voyez, le titre c'est « Le conflit de l'après-Sassou, projet de société, les 24 points à réaliser lors de la seconde conférence nationale souveraine congolaise pour renverser l'apartheid sassouiste oyocrate ». Voilà. Donc le projet de la seconde conférence nationale souveraine est totalement écrit, renforcé par cet ouvrage. Alors celui-ci s'intitule « Mouvement des conférences nationales souveraines ». C'est donc pour faire comprendre que ce n'est pas seulement que le Congo qui a besoin de conférences nationales souveraines, mais tous les pays africains dans lesquels une tyrannie est en train de... Et celui-ci... Alors celui-ci donc s'intitule donc révolte contre la prédation du continent africain. Savez-vous? Donc le combat que mène Gaston Maungu n'est pas seulement un combat nationaliste, hein, c'est un combat vraiment panafricain. Donc voilà, ça ne se limite pas seulement qu'au Congo. Et donc c'est un combat, c'est un message qui est vraiment qui s'étend jusqu'aux confins du continent africain et même au-delà. Exactement. Voilà, ça concerne l'humanité en fait. Donc nous ne pouvons pas faire ce travail. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler au bon sens du PCT et de ses apparentés. Le Congo a prouvé par l'abstention que politiquement, si vous pensez être des durs, eh bien, le dur à cuire, c'est la population congolaise. Et donc,
nous ayons montré la voie, nous, individualités, leaders d'opinion, politiques, associatifs, militants, nous voulons suivre la voie que nous a tracée la population congolaise. Nous voulons suivre cette voie parce qu'elle nous a fait une leçon extraordinaire. Elle nous a donné un courage extraordinaire. Elle a fait vivre même les livres que nous avons écrits. Elle a donné raison que nous pouvons changer les choses et d'une manière déterminée. C'est pour cela que nous allons faire cette pétition. Nous la signerons, nous prouverons au pouvoir en place que la population n'a pas voté. Sinon, eh bien, nous déclencherons un autre livre. Alors, celui-ci s'intitule donc La désobéissance civile congolaise. Voilà. Nous déclencherons ce qui est statué par... Voilà. Notre constitution. Notre constitution nous donne ce droit. Que ce soit pour la pétition, les dispositions constitutionnelles sont là, et que ce soit pour la désobéissance civile, les dispositions constitutionnelles sont là. Et surtout, nous voulons en arriver à la dépolitisation de la force armée et sécuritaire. Constitutionnellement, c'est écrit, nous devrons en arriver là. C'est le combat que nous devons mener. Et donc, nous entendons entamer ce combat en bonne et due forme. Parce que nous n'allons pas laisser notre population subir ce que nous sommes en train de subir. Troisième producteur pétrolier de l'Afrique subsaharienne. Il est anormal que le Congolais ne puisse plus manger les 3 repas par jour, mais que, contrairement à cela, il mange un repas tous les 3 jours. Nous allons continuer le combat qu'a commencé Monseigneur Ernest Kombo lorsqu'il parlait de la Congo-zobalisation. Parce qu'il a démontré qu'au Congo, nous sommes Congo-zobalisés. Nous sommes ceux-là qui enrichissons les Libanais, qui enrichissons les Chinois, les Rwandais, les Ouest-Africains. C'est-à-dire que les expatriés ont la place dans notre pays, tout simplement parce qu'ils sont utilisés par ceux qui sont au pouvoir à voler la richesse que les salaires confèrent, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent dans notre pays, pour qu'ils investissent dans notre pays et qu'ils glanent des bénéfices avec lesquels ils peuvent se partager avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, nous sommes un peuple. Peut-être que le pouvoir en place a pensé que nous sommes finis et que nous sommes des bons à rien, mais du moment où la population nous a montré la voie, nous allons suivre la voie de la population, nous irons jusqu'au bout, et donc là, nous exigeons 3 choses. La réalisation... oui, parce que là, vous allez vous voulez parler de perspectives, certainement. Justement, je voulais en venir. Et on va aborder donc ce point-là, parce que figurez-vous, après cette élection présidentielle, après la proclamation des résultats provisoires, qui donne vainqueur 94%, donc un résultat purement lunaire. Donc après cette élection, beaucoup de Congolais doutent aujourd'hui. Alors, quel espoir pourriez-vous leur donner? En d'autres mots, quelle perspective concrète voyez-vous pour reconstruire une opposition forte, crédible et porteuse d'espérance? Car vous comprenez bien que si on nous prend pour des zobas, si ce pouvoir nous prend pour des zobas, et s'il continue, s'il perdure, s'il a une longue vie, c'est qu'en face, nous sommes Zoba. Donc, voilà, quelles sont les perspectives que vous envisagez, ou que vous entrevoyez comme ça, pour reconstruire cette opposition, pour qu'elle soit forte, crédible et porteuse d'une espérance? La première des choses, c'est que je voudrais dire à la population congolaise, au peuple congolais, ton abstention est une victoire. Seulement, c'est un premier but. Et pour gagner ce match, il faut 4 buts à 0. Donc,
l'abstention qui est le premier but est le commencement de ton élévation politique dans le pays. Le deuxième but que nous devons marquer, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas voté doivent signer la pétition que nous allons mettre sur place et en ligne. Ça, c'est la deuxième victoire. La troisième victoire, étant donné que ton désaveu vis-à-vis de la population, vis-à-vis du pouvoir en place est absolu, le troisième but doit être la mise en place de la conférence nationale souveraine. Ce que j'appelle la seconde conférence nationale souveraine. Quelle que soit l'appellation que va le donner un tel ou une telle, eh bien, il sera toujours finalement question d'une conférence, c'est-à-dire où tout le monde va parler. Elle sera nationale, c'est-à-dire que toute la nation enverra des expertiseurs. Elle doit être souveraine, c'est-à-dire qu'au sortir de cette conférence, les dispositions qui seront prises seront applicables de facto. Ça, c'est le troisième but. Et si cela ne tient pas le coup, eh bien, nous entrerons dans la désobéissance civile. Nous encadrerons la population pour aller dans la désobéissance civile. Et lorsque nous avons réussi à faire cela, si le pouvoir en place continue de caporaliser le pouvoir, nous marquerons le quatrième but. Le quatrième but, ça sera la création d'un gouvernement parallèle à l'extérieur du pays. Parce que, 1. Le désaveu de la population congolaise ne doit pas demeurer lettre morte. 2. La preuve qu'il y a eu désaveu de la population congolaise ne doit pas demeurer lettre morte. Pourquoi il y a eu désaveu? C'est parce que les Congolais veulent que toutes les franges de la population puissent se rassembler dans la seconde conférence nationale souveraine. Je ne vois pas un pouvoir qui sait que le pays est en crise multidimensionnelle et qui refuserait de s'assembler avec les autres, car les promesses tenues durant l'élection présidentielle, au cours de laquelle le président de la République n'a même pas discuté face à face avec un de ses candidats, parce que ce sont des petits, il est leur mentor. Donc vous comprenez, nous n'allons plus continuer dans une société telle qu'elle où la population est prise pour des bons arrières. Nous ne sommes pas des Congos obalisés, nous sommes des Congolais. Donc si le pouvoir en place refuse la troisième conférence nationale souveraine, nous entrerons en désobéissance civile dans le but d'impacter la conférence nationale souveraine. Et si même avec, il va baisser les armes sur la population, nous allons créer un gouvernement parallèle dans le but d'entrer en confrontation nationale et internationale avec le pouvoir qui ne veut pas écouter le peuple. Et donc, nous, ce que nous pouvons dire comme message à notre population, c'est que tu nous as montré le chemin, continue à nous montrer ce chemin d'étape en étape jusqu'à ce que nous parvenons au niveau de la création d'un gouvernement parallèle et comme tel, en national et en international, on nous mettra sur une même table. Il faut savoir que nous vivons dans une époque où le monde évolue. Le cinquième but, qui sera la prolongation, c'est que en réussissant un gouvernement parallèle, nous interpellerons à la madouroisation de la vie politique de nos nations africaines, à commencer par le Congo. Oui, si ceux qui nous gouvernent ne veulent pas que la population souveraine soit souveraine, nous allons initier la madouroisation de la vie politique. C'est-à-dire rendre possible que nos chefs d'État soient pris par les armées les plus puissantes pour être traduits en justice dans les pays les plus puissants. Voilà
ce que je peux dire aujourd'hui comme réponse à ce questionnement. Très bien. Monsieur Gaston Maungu, vous avez été très prolixe et très explicite sur justement votre vision, votre analyse de la situation politique au Congo-Brazzaville. Et les perspectives, vous en avez indiqué, un chapelet, hein, et donc du coup, le peuple congolais, les Congolais, les politiques, l'opposition notamment, et la diaspora, la société civile, vous avez entendu, mais vos propos vont au-delà du sectarisme ou du communautarisme. Vous vous adressez vraiment à l'homme congolais tout entier, même à ceux qui sont au pouvoir. Oui. Vous les appelez en quelque sorte à la moralisation de la politique. Et ce sur quoi, puisque nous allons vers la fin de notre émission, avant de tirer les conclusions, je voudrais quand même, donc avant de tirer les conclusions sur cette émission, je voudrais quand même vous interroger sur justement la force de l'esprit que vous avez pour produire tous ces ouvrages. Vous nous avez emmenés ici quelques-uns. Hein, je rappelle ici les titres. Je commence par celui-là, c'est le dernier que je vais indiquer. Je commence par celui-ci. Affaire des bébés noirs. Je pense que c'est le dernier que vous avez publié. Non. Non, c'est Affaire des bébés noirs. Oui, Affaire des bébés noirs, vous en avez publié. Affaire DGSP, bébés noirs. Voilà, Affaire DGSP, bébés noirs. Et celui-ci, il s'intitule Combat et révolution des mentalités politiques. Celui-ci s'intitule Pacte de non-ingérence électorale de l'armée congolaise, bien sûr. Et les autres là-bas, celui-ci s'intitule donc Révolte contre la prédation du continent africain. Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de penser congolais, mais il pense africain aussi. Le conflit de l'après-Sassou, projet de société, les 24 points à réaliser lors de la seconde conférence nationale souveraine congolaise pour renverser l'apartheid sassouiste oyocrate. Et celui-ci, mouvement des conférences nationales souveraines. Alors celui-ci, donc c'est une autre Afrique médiane. Statut, charte et règlement intérieur du parti politique Émergence. Celui-ci, je vais le mettre un peu à côté, puisque j'entends parler d'un nom là, du parti politique Émergence. Voilà. Il y en a un autre en dessous là. C'est l'autre aussi. Voilà. Celui-ci, Sassou abdiquera par la désobéissance civile. Voilà. Et celui-ci, il y en a tellement. Courrier à l'ambassadeur d'Haïti en France. Bravo, monsieur Gaston Maungu. Bravo, vraiment bravo. Je suis vraiment stupéfait. Alors, sans oublier celui-ci, bien sûr, la désobéissance civile congolaise. Alors, celui-ci, il faut franchement qu'on y mette le doigt parce que, écoutez, je pense que le peuple congolais a été tellement tolérant, vraiment tolérant, pour accepter la maltraitance, la malgouvernance, l'humiliation, la corruption, l'injustice, le crime que M. Denis Sassou Nguesso a imposé au peuple congolais. Alors, le peuple congolais, c'est un peuple de paix. Et parce que c'est un peuple de paix, il continue à vouloir négocier une sortie de crise de manière pacifique. Et si et seulement si M. Denis Sassou Nguesso et ses affidés n'obtempèrent pas, eh bien, le silence d'un peuple n'est pas synonyme de faiblesse. Exactement. Et en ce moment-là, le peuple souverain, car la force est du côté du peuple souverain, le peuple souverain optera pour la désobéissance civile congolaise. En prenant sa responsabilité en tant que peuple souverain. Voilà, en toute connaissance de cause. Donc, que ce message soit entendu. Qu'il soit entendu par ceux qui pensent que le Congo est devenu leur propriété. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, monsieur Gaston Maungu, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer auprès du peuple congolais
ou auprès de la diaspora, auprès de la société civile, auprès de l'opposition. Voilà, parce que, comme vous avez dit, comme vous avez su le dire ici, que l'élection présidentielle n'est pas terminée. Oui. Voilà. Et il y a des épisodes, notamment vous avez une pétition qui est en cours et des contacts avec, comment dirais-je, avec l'international, bien sûr. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot, brièvement, avant que je ne passe à la conclusion? Peuple congolais, je voudrais m'adresser à toi. Je voudrais m'adresser à toi parce que tu nous as montré la voie. Nous faisons partie de toi, et toi t'étant exprimé par l'abstention, nous voudrons que cette frappe politique que tu as frappée contre le PCT et ses apparentés puisse nous animer, nous aussi. Nous devrons devenir disciples de la population congolaise qui démontre que malgré l'ambiance de la tétanisation et de la reddition, c'est-à-dire que nous avons l'arme sur la tempe, tu as dit non, tu n'es pas parti aux élections. Quitte à nous d'agir en diaspora qu'en national, comme nous l'a imposé le peuple. Parce que quand le peuple a dit non, il n'a pas regardé les partis politiques, il n'a pas regardé les associations, il n'a pas regardé la société civile, il n'a pas regardé les individualités, mais le peuple s'est prononcé en tant qu'une seule entité nationale qui a dit non. Nous aussi, en national ou en diaspora, nous devons ravaler notre orgueil, nos égos et prendre le chemin de bataille ou le bâton de pèlerin de la population congolaise. C'est-à-dire que nous devons faire la même chose. Il faut que nous puissions entamer des activités communes dans la poursuite de ce que j'ai initié et des autres que plusieurs vont initier, et aussi parce que quand un fleuve est alimenté par plusieurs ruisseaux et rivières, le fleuve devient grand et a un débit puissant. Nous allons commencer par le 28 mars 2026. Sur le boulevard Magenta, ligne 5, métro Bon-Sergent, où nous avons appelé toutes les compétences, toutes les carrures, tous les leaders d'opinion, notre presse et notre média de la diaspora à cette grande marche, ce grand rassemblement que nous allons réaliser pour couronner la victoire de la population au travers de l'abstention, afin de faire entendre raison de cette abstention en national et en international. Et de là partira plusieurs activités complémentaires pour continuer le combat que notre population a remporté une victoire absolue contre la mouvance présidentielle PCTiste et apparentée. Ça doit être ainsi que nous allons nous effacer les uns et les autres pour devenir une seule diaspora qui ne sera plus parlante, mais qui deviendra agissante. Très bien. Merci, monsieur Gaston Maungu, pour cette conclusion. Je ne ferai pas une deuxième conclusion. Vous avez été suffisamment clair, explicite, et le peuple congolais vous a entendu. Votre message arrive jusqu'à Brazzaville et au-delà. Vous êtes donc, ce message s'adresse bien évidemment au peuple congolais, à l'opposition congolaise, à la société civile congolaise, à la diaspora congolaise, d'en tirer les leçons. Merci une fois de plus, monsieur Gaston Maungu. Nous aurons d'autres thématiques à aborder, toujours dans cette dynamique-là, de sensibiliser, de mobiliser le citoyen congolais. En tout cas, chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous avez passé pour nous suivre. À bientôt. Merci, monsieur Gaston Maungu. C'est moi et qui à nous vous revoir. À nous revoir. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et nous remercions, nous deux,
le peuple congolais nous remercions par son abstention. Par son abstention, surtout. Oui, c'est voilà. une leçon éternelle. Éternelle. Merci beaucoup encore. Encore merci.